Bonjour, c'est Lucas. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite de la première partie, la statique. Dans cette vidéo, nous allons voir les résultantes et ensuite le principe fondamental de la statique, dite PFS. Alors, c'est quoi une résultante? En fait, une résultante est égale à la somme vectorielle des n forces considérées. C'est-à-dire qu'on va noter R, la résultante, qui est égale à la force F1 plus à la force F2 plus d'autres forces F3, F4 plus la force n, c'est-à-dire un nombre illimité de forces que l'on peut considérer. Ensuite, le moment résultant en n'importe quel point O des n forces est égal au moment en haut de la résultante R. C'est-à-dire que le moment en haut de R est égal au moment en haut de F1 plus le moment en haut de F2 plus 3 petits points plus le moment en haut de Fm. En fait, dans l'espace, l'équation de moment est remplacée par une équation vectorielle. La droite servant de support ou de ligne d'action à la résultante est unique et la position du point d'application sur cette droite est en fait sans importance. Maintenant, nous allons voir les résultantes des forces concourantes. En fait, la résultante des deux forces concourantes passe par le point de concours de celle-ci, c'est-à-dire là où elles vont se croiser. Maintenant, nous allons voir la résultante des forces concourantes. En fait, la résultante des deux forces concourantes passe par le point de concours de celle-ci. Son intensité et sa direction peuvent être obtenues par la règle du parallélogramme ou par un triangle de construction. Et le résultat est toujours vrai si on a plus de deux forces concourantes en un même point. Par exemple, on va représenter deux forces concourantes sur un schéma que je dessine ici après. Tac. Hop là. Tac. Nous avons ici point A. Alors nous allons mettre un câble qui va effectuer une force F2 dans ce sens-là. Du coup, force F2. Et un autre câble qui va effectuer une force dans ce sens-là, qu'on va appeler F1. Et ça, c'est le support. Et on sait que la position du point d'application sur cette droite est sans importance. Je disais précédemment que la résultante des deux forces concourantes passe par le point de concours de celle-ci. C'est-à-dire qu'on va prendre notre couleur en rouge, on va prolonger la force F2 et la force F1 et ils vont se croiser à un moment, ici. C'est à partir de ce point que l'on pourra déterminer la résultante, appelée R. En fait, R représente l'action conjuguée des deux câbles. On peut dire un même effet physique que ceux-ci sur le support. Maintenant, nous allons prendre le cas d'un système de forces parallèles, que je vais dessiner juste ici. Alors, nous avons ça, comme ça. Nous allons prendre une force F1 de, par exemple, 110 kN. Au point là, par exemple, un K. On va prendre une force F2 ici de 50 kN. Et une force F3 de 220 kN. F3 220 kN. Tac. Et nous avons donc ici des distances entre chaque force. Par exemple, on va prendre entre la force 2 et 3, 2 mètres. Entre la force 3 et la force 1, 7 mètres. Et nous avons une résultante comme ceci, R, qui a une distance dr de F2. dr. Maintenant, il faudra qu'on détermine par le calcul la résultante de F1, F2 et F3. On sait, d'après ce qu'on a appris précédemment, que la résultante est égale à la somme des forces, c'est-à-dire F1 plus F2 plus F3.
en projection sur Y, qui est parallèle aux forces, c'est-à-dire comme on avait expliqué dans la vidéo précédente, avec le repère X, Y. On voit bien que Y est dans la même direction que les forces. On a R est égal à F1 plus F2 plus F3 est égal à 50 kN plus 220 kN plus 110 kN, qui nous fait un résultat de 380 kN. Ensuite, nous allons calculer le moment de la résultante, que je vais faire plus bas. Alors, le moment de la résultante est égal au moment au point L. Oh. J'ai oublié de préciser quelques points sur le schéma que je dessinais précédemment. Alors, nous avons K, J, L. Voilà, parce qu'on aura besoin pour le calcul du bras de levier. Du coup, voilà, nous étions au calcul du moment au point L de la résultante, qui est égal au moment au point L de F1, plus au moment au point L de F2, plus au moment au point L de F3. Donc, on peut dire que la résultante dr, c'est-à-dire R fois la distance au point L que l'on a vu précédemment, qui était de dr, c'est-à-dire dr juste ici, du coup R fois dr est égal à F1 fois son bras de levier qui est égal à 9, plus F2 fois son bras de levier qui est égal à 0, parce que F2 est placé au point L, donc la distance du bras de levier vaut 0. Et F1 vaut 9, car 7 plus 2 est égal à 9. Et donc il nous reste plus qu'à ajouter à l'addition F3 qui a une distance de 2 mètres, c'est-à-dire plus F3 fois 2, ce qui nous fait 380 que l'on a retrouvé juste avant, qui est la somme des forces considérées. 380 est égal à 9 fois 110 kN plus 2 fois 200 kN, qui est égal à 1430 kN. Et comme dr, donc nous avons la distance de la résultante qui est égale à 1430 kN divisé par 380, ce qui nous fait un résultat dr est égal à 3,76 mètres. Donc si on revient sur le schéma que l'on a dessiné précédemment, nous avons dr qui est égal à 3,76 mètres. Ce qui a l'air bien cohérent, sachant que R est placé légèrement plus loin que F3 par rapport au point L. Maintenant, nous allons voir la réduction d'un système de force à un ensemble, c'est-à-dire la force plus le couple. En un point L quelconque, en fait, n'importe quel système de force peut être réduit à une force S et à un couple M1, qui obéit à des équations suivantes. Oula. On va prendre une nouvelle page qui obéit à des équations suivantes, telles que S est égal à F1 plus F2 plus Fn. Et que le moment au point 1, L, est égal à ML de F1 plus le moment au point L de F2 plus le moment au point L de Fn. Nous allons prendre le cas d'une poutre encastrée. Tac. Hop là. Avec des forces qui s'appliquent
sur celle-ci. Par exemple, là, nous avons F1, qu'on va dire est égal à 1000 newtons, F2 qui est égal à 4000 newtons, et F3 qui est égal à 2000 newtons. Et il ne faut pas oublier, quand on fait l'étude de cas, il faut qu'on fasse un repère. On va prendre X dans ce sens-là, et Y. Maintenant, il faut qu'on note les distances de tous les points. Tac, de toutes les forces, pardon. Tac, tac. Donc ici, nous avons 3 mètres, 2 mètres et 3 mètres. Maintenant, on sait que la résultante est égale à la somme des forces. F1 plus F2 plus F3. Ce qui est égal en projection sur Y moins F1. Car nous avons défini que Y allait dans ce sens-là. Et lorsqu'on regarde sur le schéma, F1 va dans le sens opposé. Donc ce sera moins F1 plus F2, car F2 va dans le sens positif, et F3 va dans le sens négatif, donc moins F3, qui est égal à moins 1000 plus 4000 moins 2000, qui nous fait un résultat de 1000 newtons. Donc S est égal à 1000 newtons. Maintenant, nous allons calculer le moment. Nouvelle page. Le moment au point O, c'est-à-dire qu'il est égal au moment au point O de F1 plus le moment au point O de F2 plus le moment au point O de F3. Le point O que l'on va considérer sur ce schéma ici. Le point O. Donc, lorsqu'on le calcule le moment, il faut toujours penser au bras de levier, c'est-à-dire la distance entre la force et le point d'application O. Donc ici, nous avons pour F1 un bras de levier de 3 mètres, pour F2 un bras de levier de 5 mètres, et pour F3 un bras de levier de 8 mètres, qu'on va écrire juste ici. Donc MO est égal à moins 1000 fois la distance du bras de levier qui est égale à 3 mètres, plus 4000, où son bras de levier vaut 5, plus moins 2000, où son bras de levier vaut 8 mètres. Ce qui nous fait donc un total de 1000 Nm. Maintenant, nous allons voir le principe fondamental de la statique dite PFS. Alors, dans l'énoncé général, on dit que un solide indéformable en équilibre sous l'action de n forces extérieures F1, F2, Fn et de couple C1, C2, Cm reste en équilibre si la somme des forces vectorielles de toutes les forces extérieures est nulle. C'est le théorème de la résultante. C'est-à-dire que S est égal à F1 plus F2 plus Fn est égal à 0. Et aussi la somme des moments en n'importe quel point L de toutes les forces extérieures et des couples est nulle. C'est le théorème des moments. C'est-à-dire que le moment au point L est égal au moment au point L de F1 plus au moment au point L de F2 plus au moment au point L de Fn plus C1 plus C2 plus Cm est égal à 0. On obtient alors 6 équations d'équilibre dans l'espace. Mais son écriture et son exploitation peuvent se simplifier plus facilement. Le solide et le système d'action sont alors supposés être dans un même plan. Par exemple, si on prend un plan OX, Y, on prend un plan OXY, grand O, petit x, petit y, le PFS s'écrit sous la forme suivante. On a F1 plus F2 plus Fn est égal à 0. Et donc le moment au point L est égal au moment au point L de F1
plus le moment au point L de F2 plus le moment au point L de Fn plus le couple C1 plus C2 plus Cm. Et tout ça est égal à 0. En fait, les moments et les couples sont des grandeurs scalaires algébriques. On obtient 3 équations d'équilibre dans ce plan. Par exemple, pour deux solides qu'on va noter 1 et 2, hop là, solide 1 et solide 2, qui sont en contact. L'action exercée par le solide 1 sur le solide 2 est égale et opposée à l'action exercée par le solide 2 sur le solide 1. Donc, R de 2 sur 1 est égal à moins R1 sur 2. Donc pour les moments, on a MA de 2 sur 1 est égal à moins M1 de 1 sur 2. Là, nous avons représenté les deux solides qui sont en contact. Maintenant, il faut qu'on isole le solide 2 pour qu'on puisse voir la réaction du solide 1 sur le solide 2. Donc, nous avons le solide 2. Et maintenant, nous allons représenter les actions qui s'y trouvent. Un point A, où on retrouve le moment au point A du solide 1 sur 2 et le résultant du solide 1 sur 2. Ça, c'est pour le cas du solide 2. Maintenant, nous allons représenter le solide 1 qui va recevoir les forces du solide 2. Nous allons représenter le solide 1 au point A et un point A qui est le contact avec le solide 2 où nous verrons le moment qui va être dans le sens opposé du moment que l'on a retrouvé précédemment. Du coup, c'est le moment au point A du solide 2 sur le solide 1. Nous avons donc aussi une résultante dans ce sens-là, qui est le sens opposé à celui qu'on a retrouvé précédemment, qui est la résultante de solide 2 sur le solide 1. Le PFS s'applique sur un ou plusieurs solides isolés, comme nous l'avons fait précédemment. L'isolement consiste en fait à choisir un repère local ou global et dessiner les solides isolés. En fait, l'isolement consiste à choisir un repère local ou global, aussi à dessiner les solides isolés et aussi faire l'inventaire des efforts extérieurs à la frontière d'isolement. Quand on verra les structures complètes, nous serons amenés à considérer soit l'ensemble de la structure, soit un de ces éléments, c'est-à-dire qu'on va isoler. En conséquence, nous devons utiliser soit un repère général, soit un repère local, c'est-à-dire le repère général, c'était le grand X, grand Y et grand Z, et le repère local, c'était petit x, petit y et petit z que l'on a vu dans la première vidéo, ce qui est plus pratique pour l'étude des efforts internes. Par exemple, pour le repère général, je prends une nouvelle feuille, je vais redessiner une structure, par exemple comme ceci, qui est de la forme d'un portique, point A, B, C, D, où l'on retrouve une force, F, dans ce sens-là. Ici, nous allons prendre un repère global, qu'on va mettre en rouge, pour cette structure composée. Grand X et grand Y. Maintenant, dans le repère global, grand O, enfin grand XY, la force F s'écrit de la forme suivante. F est égal, F est 0. Mais si l'on veut isoler correctement pour l'étude de la structure, il faut qu'on fasse des repères locaux. C'est-à-dire nous allons redessiner le portique. Tac. Avec une force exercée juste ici. B, D, C et A. Et dans ce cas, un repère local ici, petit x, petit y. Un repère local ici, petit x, petit y. Et un repère local ici, petit x, petit y. Dans le cas où nous avons le repère local A
petit x, petit y1. La force F s'écrit sous la forme 0 et moins F. Pour B, petit x2, petit y2, la force F s'écrit sous la forme de F, 0. Et pour le repère C, petit x3, petit y3, F s'écrit sous la forme de 0 et grand F. Le repère général lié au sol sera noté en majuscule et les repères locaux liés aux barres seront notés en minuscules comme nous l'avons pu l'expliquer. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on applique le PFS, on raisonne dans un seul repère. Voilà, si jamais tu as des questions, tu peux la poser en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo.